Combien ne maries-tu? Dis-le-moi fort, plus fort. 5 ou 6. Il te plaisait. Il te serrait fort. Mon Titi, c'est bon, hein? C'est une caresse, ça, hein? Tu vois, toi aussi tu es sensible. Qui l'eût cru? Ah, joli petit crapaud. Hein? C'est bon, ça. Au Moyen-Âge, on jugeait cet animal comme le plus laid de la création. Considéré comme maléfique, sa seule présence dans une maison pouvait emmener son propriétaire sur les bûchers de l'Inquisition. Pourtant, ce crapaud que l'on méprise est tellement adapté à notre globe terrestre qu'on le trouve jusqu'au plus haut sommet des Alpes ou du Tibet. Si les batraciens furent les premiers à conquérir la terre ferme, ils n'étaient cependant pas suffisamment spécialisés pour réussir totalement leur intégration. Imparfaitement adaptés au sec comme à l'humide, ces animaux ambigus furent toujours considérés par nous comme les ratés du règne animal. L'homme déteste ses yeux globuleux et sa peau couverte de pustules. De plus, le comportement et les motivations de l'animal sont pour lui totalement incompréhensibles. Pour ces raisons, nous lui faisons subir le martyre. Et pourtant, le crapaud nous rend le service de dévorer des montagnes de vers, moustiques, araignées et autres insectes que nous détestons autant que lui-même. Le crapaud est notre ami, mais nous ne le savons pas. Le crapaud s'est trouvé un avocat en la personne de Jacques Lacarrière. Il y a quelques années, l'écrivain avait publié une anthologie sur le batracien. Vous savez, il y a une croyance qui était une croyance du Moyen-Âge, qui était plus une croyance, qui était une certitude, que la création était double, en fait. Dieu a le pouvoir de créer, mais le diable, qui intervient tout le temps, lui n'a pas le pouvoir de créer, mais il a le pouvoir d'imiter. Si on lui donne un modèle, il essaie de reproduire, évidemment très maladroitement. Donc, Dieu ayant créé par exemple l'abeille, le diable veut l'imiter, il crée la mouche. Ou bien Dieu crée le chien et le diable crée le loup. Alors, Dieu crée la grenouille, et qu'est-ce que fait le diable pour l'imiter? Il crée le crapaud, qui donc d'emblée a apparu être un animal diabolique. La légende voulait que des crapauds, au moment des pleines lunes, se mettent tous en rond et se mettent à coasser, n'est-ce pas, pour appeler le diable, et c'était leur façon de rendre un culte au diable. Et les sorcières allaient plus loin, puisqu'elles les habillaient souvent au cours des rituels, où elles fabriquaient des onguents, elles fabriquaient disons, des liquides et différentes substances maléfiques, évidemment. Elles leur mettaient des petites culottes rouges, des chapeaux de fou, vous savez, avec des clochettes, ou des clochettes autour du cou. Bref, elles les habillaient en caricature d'humains. Et il y a une recette qui était encore utilisée en Bretagne, du côté de Dinan, pratiquement après la guerre de 14, entre les deux guerres, et qui est une recette toute simple d'ailleurs. Vous prenez un crapaud, vous le coupez en deux, vous le faites bouillir avec de l'eau dans laquelle vous mettez de l'armoise. Vous savez que l'armoise, c'est une plante qu'on trouve un peu partout, qui est à l'origine de l'absinthe. Et puis ensuite, vous vous arrangez pour en faire boire un verre à votre voisin.
aussitôt, cette personne va être pratiquement à votre disposition pendant au moins 12 heures. Alors imaginez le pouvoir qu'on peut avoir s'il s'agit d'une charmante jeune voisine, n'est-ce pas, qui se refuse à vos avances. Il ne devrait pas exister, voilà le problème. Il ne devrait pas être sur Terre, or il y est. Et non seulement il y est, mais c'est un animal d'une résistance fabuleuse. Vous savez que des crapauds peuvent rester pratiquement presque 6 mois sans manger. Ils peuvent même vivre dans des creux de pierre, de maisons effondrées ou de décombres. Et les gens autrefois ne comprenaient pas un crapaud vivant au milieu d'une pierre complètement morte. Ils ne pouvaient que lui attribuer effectivement une origine diabolique. Ça voulait dire quoi aussi? Que c'était normal de l'exterminer. C'était une créature du diable. Et il a fallu des siècles pour se débarrasser de cette image. Des siècles. La nuit est limpide, l'étang est sans ride, dans le ciel splendide, lui le croissant d'or. Homme, chêne ou tremble, nul arbre ne tremble, au loin le bois semble un géant qui dort. Non, c'est quoi? Chien ni loup ne quitte sa niche ou son gîte, aucun bruit n'agite la terre au repos. Alors dans la vase ouvrant en extase, leurs yeux de topaze chantent les crapauds. Qu'elle est mignonne comme ça. Tu veux pas m'aider un peu, Charlie? Ils disent nous sommes haïs par les hommes, nous troublons leur somme de nos tristes chants. Pour nous point de fête, Dieu seul sur nos têtes sait qu'il nous fit bêtes et nous point méchants. Notre peau terreuse se gonflait, se creuse d'une bave affreuse, nos flancs sont lavés. Et l'enfant qui passe loin de nous s'efface, et par le nous chasse à coups de pavé. Les enfants le prennent comme un clown. Les adultes le prenaient comme un animal nuisible. Pour les enfants, c'est un clown. C'est un clown à pattes. Et ils s'en amusaient beaucoup. Ils le faisaient fumer en mettant des cigarettes, en mettant des chapeaux sur sa tête. Parce que le crapaud se prête très bien à cela. Il est lui-même presque un déguisement naturel, vous comprenez? Il est lui-même une sorte de parodie naturelle. C'est pour montrer que qu'il a l'air d'être un être humain, mais qu'il ne l'est pas. Non seulement il caricature l'être humain, mais il ne peut que danser d'une façon grotesque. Il ne peut qu'être une grotesque imitation de nous-mêmes. Donc finalement, c'est un faux frère, quoi. Au fond, c'est ça. Au début de chaque printemps, irrésistiblement attirés par l'eau, les crapauds parcourent des kilomètres pour retrouver leur mare d'origine. En principe, ils suivent toujours la même route. Ils progressent de préférence après le coucher du soleil. L'accouplement peut débuter en chemin, mais généralement, il se fera dans l'eau. Il avait aussi des mœurs sexuelles bien particulières qui consistent à étreindre la femelle, mais d'une façon telle que très souvent elle ne s'en remet pas, et surtout à l'étreindre d'une façon qu'on ne peut pas absolument pas modifier. Alors avant qu'on ait compris ce phénomène, on avait l'impression en plus qu'il était luxurieux, libidineux, quasiment obsédé sexuel, et donc tous des signes diaboliques. Poussés par l'instinct, jusqu'à 6 ou 7 mâles tentent parfois de s'agripper à la croupe d'une seule femelle. Selon la fougue et le nombre de ses prétendants, il arrive même que la crapaude périsse noyée pendant l'accouplement. Parmi ceux qui ont commencé à regarder le crapaud autrement que comme un animal maléfique, il y a un fameux abbé célèbre chez les spécialistes des batraciens qui s'appelait Spallanzani, et qui a fait des recherches sur des crapauds, des recherches objectives, scientifiques. Et il a surtout étudié le réflexe d'étreinte, cette étreinte qui dure des heures et par laquelle le crapaud féconde la femelle. L'abbé Spallanzani, par exemple, prenait le crapaud mâle et le suspendait sur un poids de 10, 20, 30 kilos. Il ne pouvait pas l'arracher à la femelle. Et il est allé plus loin. Il lui a sectionné les cuisses, par exemple, sectionné les pattes avant, sectionné la tête. Et ça continuait. Le monstre, dit-il, continuait à s'agripper à sa femelle. Donc il y a à la fois un mélange de volonté scientifique et en même temps un mélange, je ne sais pas moi, de cruauté
d'ailleurs reconnu. Il dit « Je me livrais à des méthodes barbares, mais je voulais comprendre la raison de cette étreinte. » Alors, après l'abbé Spallanzani, il y a eu des successeurs très connus comme Buffon, Geoffroy Saint-Hilaire, la Cepeda, enfin les grands savants du naturalisme du 19e. Et on progresse, mais pas non plus complètement. Même Buffon, qui décrit le crapaud d'une façon très scientifique, il le dissèque complètement, il étudie tous ses organes, mais il ne peut pas s'empêcher de continuer à véhiculer ces fantasmes que le crapaud a une sorte de pouvoir révulsif sur les femmes. Une femme honnête, elle a vu un crapaud ou s'évanouit, n'est-ce pas, ou en tout cas a des malaises. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec les malhonnêtes. Il faut prendre un crapaud pour vérifier si une femme est honnête ou pas. Eh bien, même cette légende absurde, ridicule, qu'on peut vérifier à tout moment comme inepte, eh bien, c'est encore véhiculé par des grands savants naturalistes. Et moi, je pense que celui qui a fait justice de tout ça, après Buffon, la Cepeda, Saint-Hilaire, c'est Jean Rostand. Jean Rostand était le fils du dramaturge Edmond Rostand. Biologiste et évolutionniste, il a étudié les malformations congénitales chez le crapaud et la grenouille. Par ses études, il a ouvert une porte sur l'embryologie moderne. J'étais ravi quand j'observais une petite particularité de mœurs chez une mouche, chez une larve. Ça me paraissait important. J'ai toujours valorisé la vérité, même la plus petite vérité. Le plaisir de voir quelque chose de neuf, de vierge, qui n'a été vu encore par personne. Accepter le crapaud, je vous tiens quitte du reste. De cette manière, Jean Rostand signifiait que tolérer une bête aussi étrange dans son aspect et dans son comportement revenait à admettre sans limite le droit à la différence. À Puy-des-Sceaux dans les Landes, il a créé un centre d'études et de reproduction de la grenouille et du crapaud. Les études sur les malformations du crapaud sont aujourd'hui terminées. C'est de la survie de l'animal dont il est désormais question. Jacqueline Lestage, l'une des animatrices du centre Jean Rostand, nous en parle. On ne sait pas ce à quoi il sert, donc je crois que c'est pour ça qu'on ne l'aime pas. On vous dit n'importe quoi qui vous fait pipi aux yeux. Alors ça, c'est une expression, quand j'étais enfant, je me disais, mais comment ça se peut qu'il a une haleine fétide, qu'il porte malheur. Mais tout ça, ce sont des idioties. Vraiment, c'est fou ce qu'on pense à soi quand on voit le corps, les cuisses, le ventre. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas loin du crapaud à l'homme. Son évolution s'est arrêtée telle que, mais je pense qu'il a bien fallu passer par la phase du crapaud pour arriver à l'homme, certainement. Mais lui, il s'est arrêté à un moment donné et il en est resté à ce stade. Il faut le protéger, bien expliquer aux enfants. On en a besoin, il a failli disparaître et il a droit de vivre autant que les grenouilles et autant que tous les autres. Ouais, il a failli disparaître et il a droit de vivre autant que les grenouilles et autant que tous les autres. Et ils sont là. Ils sont là, vous voyez, sous ces hautes fougères, il y a des fougères sèches, ils sont là. Ils sont là, tapis, et il n'y a pas suffisamment d'humidité pour qu'ils sortent. Tenez, un magnifique crapaud. Ah, il est beau celui-là. Hier, j'en ai raté un ici. Ouais, il est repassé là-dessous, voyez-vous, là. Il était là.
c'est très sec. La sablière, elle est là, vous voyez, là. Voilà, ils se tiennent là, en principe. Et il y a quelques 30 ans, c'était des centaines, des milliers de crapauds qui venaient se reproduire là. C'était extraordinaire. C'était la grande pariade du mois de mars. On entendait le char à 3 km. À 3 km. Et aujourd'hui, ces plans d'eau sont quasiment redevenus silencieux. Les hommes, je pense inconsciemment, ont contribué à faire que le crapaud soit en disparition avec les conséquences que nous savons. Voilà un crapaud. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop. Ah, c'est une crapaude, un buffo. D'ailleurs, elle fait pipi. Vous voyez ? Elle doit être âgée d'environ 4 ans à peu près. Maintenant, je vais l'utiliser pour la reproduction. Pierre Darré était le seul collaborateur de Jean Rostand pendant toute la période d'études sur le crapaud. Aujourd'hui, il œuvre pour la protection de la grenouille dans les pays de l'Est où elle est menacée d'extinction. Il travaille également à la réintroduction du crapaud dans les pays d'Europe. C'est grâce à Jean Rostand que j'ai mieux compris, je dirais, la dignité du crapaud. Je peux faire sourire quand je dis ça. Mais le rôle du crapaud, non seulement de son rôle dans les chaînes alimentaires, mais aussi dans l'acquisition des connaissances scientifiques. Chez les têtards, il a constaté quelque chose qu'aucun œil de biologiste n'avait jamais vu. Des formes toutes plus extraordinaires les unes que les autres, des formes monstrueuses. Et d'emblée, il a pensé que ce phénomène faisait la transition entre l'organogénèse, la formation des organes, et la carcinogénèse anniversaire. Les plus beaux, parce que les plus beaux, c'est les plus spectaculaires. Voilà, c'est tous différents. Et voilà, qui traînent, on ne connaît pas, donc c'est ce que c'est, n'est-ce pas? Des masses précédemment. L'étude de ce phénomène peut évidemment nous renseigner sur la différenciation cellulaire, sur la formation des organes. Je crois que c'est un phénomène dont l'étude peut être fructueuse à différents points de vue. Vous vous rendez compte qu'à partir du crapaud et de son œuf, on peut étudier les problèmes de l'ovulation, de la fécondation. Toute l'embryologie expérimentale passe par ces animaux. Toute l'embryologie expérimentale. De plus, la greffe, la culture dite, 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 la culture dite. Mais c'est Jean Rostand qui, en 1143, a quasiment maîtrisé le clonage à partir de l'œuf de grenouille. On prend un œuf de grenouille ou de crapaud, on détruit son noyau par l'action des rayons ultraviolets. On prélève ensuite un noyau dans une cellule d'un embryon de même espèce et on le dépose dans l'œuf qui se développera normalement. On peut ainsi obtenir un grand nombre de larves qui sont chromosomiquement filles de cet embryon et sont donc par rapport à lui comme autant de jumelles plus jeunes. Déjà, Rostand s'inquiétait des dangers du clonage. Ses propos de l'époque paraissent aujourd'hui emphatiques. Il donne malgré tout à réfléchir. Cette fabrication de l'être en série, cette industrialisation de l'homme où nous reconnaissons l'approche du terrible meilleur des mondes, n'aurait-elle pas de quoi troubler notre sensibilité profonde? Il resterait à savoir si l'homme pourra, sans trop de dommages intérieurs, user des étranges pouvoirs que lui donne la science. Il se déplace à une vitesse extraordinaire. On n'imagine pas la rapidité de déplacement dans l'eau. Vous voyez ça? Regardez. C'est la seule défense qu'ils aient contre les prédateurs. Prédation naturelle qui a toujours existé, ajoutée à celle de l'homme. On estime que seulement
2 pour 1000 arriveront à l'âge adulte. Les produits chimiques portent atteinte au crapaud parce qu'ils vont détruire des insectes dont le crapaud se nourrira. Et il faudra toujours de plus en plus de produits chimiques car on sait qu'aujourd'hui les insectes s'immunisent, se protègent de mieux en mieux contre les traitements chimiques. Et il faut fabriquer des produits toujours de plus en plus puissants ayant de plus graves conséquences sur le milieu naturel. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'on le reconnaît. Pendant 20 ans, on en a répandu en quantité et c'est ça que je n'admets pas. Enfin, il faut toujours 20 ans, 30 ans pour reconnaître enfin qu'on s'est trompé.